Bonsoir à tous. Place Publique vous propose ce soir un magazine édifiant sur le chlordécone. Le chlordécone, comme jamais vous n'en avez entendu parler. Car il y a de nouveaux éléments qui apparaissent, certains sont plus précis. 18 000 hectares de terres chlordéconées en Martinique, c'est un peu plus de la moitié de notre territoire. 14% des enfants nés prématurément, c'est 1,5 fois plus qu'en France hexagonale. Et puis 600 nouveaux cas de cancer de la prostate chaque année. En Martinique, la Martinique qui se place première au rang mondial, juste devant la Norvège. Alors sommes-nous en train de vivre un scandale sanitaire étouffé en Martinique? Voici l'enquête signée Cécile Mar, Eddie Belrose et Olivier Auguste. C'est déjà presque de l'histoire. Le chlordécone, un pesticide interdit aux États-Unis dès 1976 et qui, de dérogation en trafic, de lobbyisme agricole en ministre complaisant, sera saupoudré sur les plantations martiniquaises et guadeloupéennes des années 70 jusqu'à parfois début 2000. 18 000 hectares de terres agricoles polluées, 56% des cours d'eau, les 3/4 des aliments contaminés. 600 ans avant d'en être débarrassé. Mais dans 600 ans, quel sera l'état de santé de la population? Cancer, prématurité, troubles cognitifs. Les preuves des méfaits du pesticide s'accumulent. Face à cela, la réaction des autorités semble faire fi du principe de précaution. C'est déjà presque de l'histoire, mais si le scandale du chlordécone était devant nous. Elle est entrée dans la vie si désarmée, si petite. Elle pesait 835 grammes et mesurait 34 cm. Cara est née à 5 mois et demi. Lorsque nous la voyons, elle a déjà 7 mois. Et c'est la première fois qu'elle va téter sa maman. Une maman de 27 ans, Lauriane, qui ne s'attendait pas à une telle épreuve pour son premier enfant. Le premier jour, c'est vrai que quand je l'ai vu, j'ai fondu en larmes. C'est vrai que c'était dur de la voir dans sa couveuse. C'est vrai que sa taille, sa couleur, sa façon d'être, parce qu'en fait, elle ne bougeait pas, elle n'ouvrait pas les yeux. Donc c'était difficile, très difficile. Et par la suite, il a fallu que je m'arme de courage et de patience et que je sois forte pour lui donner cette force aussi. Parce que j'ai compris qu'elle se battait pour vivre. Donc il fallait que je l'accompagne. L'un des responsables du calvaire de Cara, c'est peut-être tout simplement ceci, le chlordécone. L'enquête Timoun, diligentée par l'INSERM, a mis les choses au point dès 2014. 1000 mamans ont été suivies par les équipes du professeur Multinier. L'exposition maternelle au chlordécone a été retrouvée associée de manière significative à une durée raccourcie de grossesse, ainsi qu'à un risque augmenté de prématurité. Plus les mamans ont du chlordécone dans le sang, plus il y a d'accouchements prématurés. 1 mois d'attente avant de pouvoir enfin prendre son bébé dans les bras. Des perfusions, une assistance respiratoire pour aider les petits poumons pas encore formés à respirer. C'est la lourde réalité des enfants prématurés. Le service néonatologie de la Maison de la Mère et de l'Enfant s'occupe d'eux toute l'année. Les prématurés représentent en Martinique 14% des naissances contre 7% dans l'Hexagone. Et dans son malheur, Cara a eu de la chance. Les problèmes quand ils naissent autour de 5 mois, c'est d'abord le taux de survie. Le taux de survie est autour de 40-60%. Donc c'est assez variable, forcément. C'est des très petits chiffres, hein. On n'en a que quelques-uns, heureusement, par an. Mais le risque de décès est majeur. Quand on compare par rapport à la métropole, on a à peu près un taux qui est entre 1,5 fois et 2 fois celui de la métropole. Les ennuis de Cara ne sont peut-être pas finis. Timoun a également révélé que les enfants testés accusaient des retards de développement moteur et cognitif. Ils retiennent moins vite, ont plus de difficultés à effectuer correctement des gestes comme tenir un crayon ou tourner des pages. Le chlordécone a même un impact sur le développement du corps, relève le chef de file de l'étude Timoun, le professeur Multinier. On a observé quelque chose qui n'est pas encore très clair, c'est des différences de trajectoire, c'est-à-dire la vitesse avec laquelle finalement on grandit et on augmente de poids entre la naissance et l'âge de 18 mois. On a vu des parcours différents, ce qu'on appelle parcours différentiels en fonction de l'exposition au chlordécone.
et en plus avec des effets un peu différentiels selon le sexe de l'enfant. Les différences de trajectoire de croissance qu'on a observées ne sont pas toujours constantes. Parfois, ça se traduit par une augmentation du poids, parfois par une réduction de la taille. Les effets, obésité, troubles moteurs, troubles cognitifs, sont-ils réversibles ou pas? On l'espère. La réponse devrait tomber l'année prochaine avec la publication des résultats des 600 enfants qui ont tous atteint l'âge de 7 ans. Les femmes enceintes, les enfants, des publics particulièrement sensibles qui gagneraient à faire l'objet d'une prévention spécifique, d'autant que la contamination est générale. C'est ce que révèle l'enquête Canary, une enquête de 2013, terminée il y a 1 an et demi, mais toujours pas publiée dans son intégralité. Est-ce parce que les chiffres risquent d'affoler? Nous avons pu nous la procurer. En Guadeloupe, 95% des personnes testées avaient du chlordécone dans le sang, en Martinique 92%, et 19% des enfants dépassaient la dose toxique. Devant toutes ces nouvelles données, il paraîtrait logique de protéger davantage la population qu'en 2008, où les normes ont été fixées. C'est pourtant précisément le contraire qui est en train de se passer, malgré des contrôles réguliers à l'abattoir départemental. Et à l'abattoir, vous êtes là 2-3 fois par semaine. Qu'est-ce que vous allez faire là maintenant? Donc pour le plan de chlordécone, je vais faire des prélèvements sur différentes matrices pour contrôler la contamination de la viande en l'abattoir. Les services de l'ADAF contrôlent depuis 2003 tous les animaux abattus. Ils vérifient non que la viande soit sans chlordécone, mais qu'elle ne dépasse pas le taux autorisé. Cela fait partie des mesures prises pour protéger la population, avec les interdictions de pêche, la filtration de l'eau potable et les contrôles des végétaux. En 2017, les animaux sont classés par risque. Les cheptels martiniquais qui produisent donc des bovins sont connus par les services vétérinaires et ils ont été caractérisés en fonction du risque qu'ils présentent de présenter des animaux non conformes. Et donc on applique un plan de contrôle qui est variable en fonction du risque que présentent ces cheptels. Plus le cheptel présente un risque de contamination, plus le contrôle que nous on fera à l'abattoir sera important. Un dispositif qui sécurise l'approvisionnement en supermarché. Depuis le début de l'année, il a été rendu plus rapide. C'est désormais sur le foie que se font la majorité des contrôles. Là, je vais le conditionner pour le laboratoire va venir le chercher. Et donc, ce sera analysé dans les 3 jours. Le problème, c'est que la réglementation sur laquelle se basent ces contrôles pour déclarer une viande propre à la consommation ou non a changé. Nous voici en octobre 2017. À la CTM se tient un colloque de santé environnementale. Entre les allocutions sur la qualité de l'air et le moustique, un fonctionnaire de l'ARS, Éric Baudard, lâche une petite bombe. En mars 2013, il y a eu une modification de l'annexe de ce règlement qui fixait les modalités de contrôle et les parties auxquelles s'appliquaient les LMR dans les denrées carnées terrestres. Et la LMR applicable à la graisse a été rendue applicable à tous les organes tels que mis sur le marché. Traduit en français, cela signifie que l'Europe a autorisé une augmentation du taux de chlordécone dans certains aliments, 5 fois plus qu'avant dans la viande, 10 fois plus qu'avant dans la volaille. La petite bombe explose 2 mois plus tard lorsque l'agence de sécurité sanitaire ANSES, saisie en février 2017, estime que ces normes boostées ne posent aucun problème. Elle semble en tout cas opposée à l'ARS. Le risque élevage démarre en dessous du risque légumes, puisqu'il y a la concentration dans l'animal, l'animal se contaminant, et bon, vous avez les éléments là dans la brochure. Vous estimez que la population est bien protégée aujourd'hui? C'est très difficile de répondre à cette question. Monsieur le ministre. On ne sait pas si ça lui pose problème. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, en visite en Martinique, nous accorde en tout cas une interview sur la question, avant toutefois de la décommander au tout dernier moment. Voilà. On parlait des produits phytosanitaires, le chlordécone. Est-ce que vous estimez qu'on est toujours bien protégé, sachant que les normes résiduelles ont augmenté? Merci madame. Vous n'avez rien à dire sur cette question, monsieur? Ah, c'est pas que je n'ai rien à dire, mais c'est votre ministère qui a autorisé. J'ai dit ce que j'avais à vous dire, madame, merci. Rien à dire donc, côté gouvernement.
Mais après la décision de l'Agence de sécurité sanitaire en décembre, 2 spécialistes font immédiatement connaître leur désaccord. Le professeur Multinier, responsable de toutes les études santé et chlordécone, qui parle d'imprudence sur notre antenne. On a affaire à une molécule quand même qui est considérée comme cancérogène, qui est également considérée comme perturbateur endocrinien, pour lesquels, je le répète, on a encore beaucoup d'incertitudes. Et voici ce qu'en pense le professeur William Dabb. C'est l'ancien président du Conseil Europe Santé Environnement au sein de l'Organisation mondiale de la santé et l'ancien président du Conseil scientifique chlordécone. Les études disponibles ont montré qu'une partie non négligeable de la population des Antilles françaises était déjà au-dessus des valeurs limites d'exposition. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant pour eux. Autant on peut constater une telle situation en milieu de travail, ça arrive, en population générale, c'est quand même tout à fait exceptionnel. Or, il y a une partie de la population qui dépasse ces valeurs recommandées, notamment des enfants, ce qui pose évidemment un certain nombre de questions pour leur santé future. Et donc, je trouve que cette décision qui a été prise ne protège pas correctement la population des Antilles françaises vis-à-vis de l'exposition au chlordécone. En pratique, avec les nouvelles normes, si les denrées sont au maximum autorisées et pas davantage, voici les quantités que peut manger chaque jour un adulte de 80 kg. 2 kg de légumes, ou 2 kg de poisson, ou 400 g de viande, ou 200 g de volaille. Évidemment, pour un enfant qui pèse 4 fois moins, il faut également diviser les quantités par 4. À part les bébés et les mamans, une autre partie de la population est particulièrement vulnérable au chlordécone, les aînés. Et surtout ceux qui pendant des années ont touché le produit, les ouvriers agricoles. Quand nous commençons notre reportage, nous cherchons d'abord des données sur ce public. En vain. À croire qu'ils n'existent pas ou n'ont aucun problème. Dans le Nord-Atlantique, la région la plus polluée, réside aussi bon nombre d'ouvriers agricoles. Samuel Bartel existe bel et bien. Il habite au Lorrain, quartier sous bois. Il a un cancer de la prostate, un problème à la vessie également. Il a travaillé 37 ans dans la banane. Tous les produits qui existaient à l'époque, ouais, ça faisait partie du boulot. Voilà. Ouais. Dans la banane, lorsque vous travaillez dans la banane, il faut être polyvalent. Ouais, j'ai fait le dépannage, les tournages, j'ai travaillé de la banane, j'ai arraché les plants. Quand vous avez entendu parler pour la première fois du chlordécone et du fait que c'était dangereux, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Oui, mais il était déjà tard. Il était déjà trop tard. Dans sa maison au bord de la mer, M. Bartel vit une vie équilibrée. Il élève des poules. Sa terre est peut-être saine, mais si elle est contaminée, ses volailles le seront également. Sait-il que leurs œufs peuvent monter jusqu'à 25 fois la norme et que leur foie, aliment santé par excellence, est aussi riche en chlordécone qu'en fer et peut monter jusqu'à 174 fois la norme? Le sait-il, lui qui devrait éviter tout nouvel apport? Sur la rivière Grand'Anse qui borde son terrain, les canards du voisin s'abreuvent et avalent peut-être leur dose quotidienne de pesticides. Sur les plantations, le cancer de la prostate, on en parle à peine. Sylvain Lislet est chef d'équipe à l'habitation du Haumont au Marigot. Il nous le confirme. Il n'ose pas en parler parce qu'il ne pense pas que c'est lié directement au chlordécone. Mais dans cette région, il y en a beaucoup? Oui. Est-ce que vous en connaissez des gens qui ont le cancer de la prostate ou qui l'ont eu? Oui, parce que mon père il est mort du cancer de la prostate. Quand vous discutez avec des gens qui ont le cancer de la prostate, est-ce qu'ils savent d'où ça vient? Non, pas forcément, parce qu'ils pensent que quand même, des fois ils parlent d'aliments, ils parlent de plein... Comme quelqu'un qui prend un exemple pour dire, bon, un tel ne fume pas, mais il a quand même un cancer. Lorsqu'on a reçu l'habilitation, on est là pour travailler. Peu de gens qui parlent de ça. Et pourtant, vous me dites, il y a plein de gens qui l'ont. Oui, il y a des gens, mais c'est tabou. Et c'est à visage caché qu'une autre ancienne ouvrière accepte de nous parler. Nous l'appellerons Denise.
Elle a commencé à travailler dans la banane à l'âge de 18 ans. Elle déclare un cancer du sein à 58 ans. Sa meilleure amie, également ouvrière, est morte d'un myélome, leucémie. Son mari a 69 ans, il est atteint d'une leucémie. J'ai mis un peu de tout. Il y a le chlordécone, il y a d'autres produits encore que j'ai mis. Là, je ne peux pas certifier que c'est chlordécone, d'autres produits, vous voyez, je ne sais pas lequel. Mais j'ai mis beaucoup de produits. Je ne peux pas certifier, dire que c'est le chlordécone qui m'a fait ça, c'est celle-ci, c'est celle-là, puisque je mettais tout. Même au hangar, quand on faisait le nettoyage du hangar, il y avait des produits qu'on passait dans le trait qui n'avaient pas de bonne odeur. On ne sait pas. Il y a une fois, ma copine à moi a passé le produit, et puis il y a le gars qui faisait le catcheur, mais ça a pris du feu. Ça a pris du feu, vous voyez. Alors on ne sait pas c'est laquelle qui n'était pas bon. Cette région du Nord-Atlantique, un médecin, le docteur McNee, alerte depuis déjà plusieurs années. Il y a l'augmentation des cancers, c'est sûr, des cancers du sein, des cancers de la prostate. Il y a plein de pathologies dites de civilisation, des maladies, puisque le chlordécone se fixe au niveau du foie. Rapport d'évaluation officiel relevé dès 2011, l'injustice faite aux travailleurs de la banane. Près de 20 ans après la découverte du problème chlordécone, pas plus Samuel que le père de Silver, pas plus Denise que son ami, n'ont fait l'objet d'une attention particulière. Maison des syndicats. Ici se trouve l'une des organisations historiques des ouvriers agricoles, la CGTM. Comme toute la Martinique, les syndicalistes ont découvert le scandale du chlordécone dans les années 2000. Ils commencent alors à s'inquiéter de la santé de ces employés des bananeries. Jamais parler de la pollution que pouvaient provoquer les produits phytosanitaires sur les ouvriers. On n'a jamais cherché à savoir, par des examens, par des contrôles, par la mise en œuvre d'une politique, parce que c'est un petit peu ce problème-là, il fallait engager une enquête de santé publique. Et notre proposition, c'était de dire, mais mettons en place une équipe, une plateforme pluridisciplinaire. Mettons en pluridisciplinarité toutes ces organisations, tous ces organismes, de manière à ce qu'on sorte quelque chose et qu'on fasse les ouvriers sortir par le haut dans cette situation. Et qu'est-ce qu'on vous a répondu? On ne nous a rien répondu. Personne ne nous a répondu. Dans ces années-là, les ouvriers agricoles étaient officiellement 4000. En comptant les petits exploitants, cela représente plus de 20 000 personnes. Que sont-ils devenus? Combien d'entre eux sont malades? La seule enquête disponible à ce jour, réalisée en 1999 sur les salariés agricoles de la banane en Guadeloupe, avait relevé un niveau de chlordécone dans leur sang 4 fois supérieur à la population générale. Pour une prise en charge, la CGTM a multiplié les démarches. Lettres au ministre, au préfet. Jusqu'à aujourd'hui, tout est resté lettre morte. On considère le salarié agricole, confronté à ces empoisonnements, comme un salarié normal. Et ça, c'est pas normal. Une enquête de recensement existerait, mais selon la réponse désormais familière, on ne peut pas communiquer les résultats, elle n'est pas finie. Alors, nous sommes allés voir à la Sécu. Les choses ont bien changé depuis l'époque du chlordécone. Désormais, on apprend aux ouvriers à se protéger. Et il existe des maladies professionnelles déclarées dans la banane. Elles concernent les troubles musculo-squelettiques. La pathologie professionnelle auxquelles sont vraiment exposés les salariés du secteur agricole, c'est vraiment la manutention de charges lourdes, les postures contraignantes et les gestes répétitifs. Je rappelle quand même qu'un régime de banane pèse environ 50 kg. Pour déclarer une maladie professionnelle, il faut que celle-ci soit inscrite dans un registre. C'est ainsi que dans l'agriculture, il existe depuis 2012 une reconnaissance de la maladie de Parkinson comme liée aux pesticides. Mais malgré la liste impressionnante de pesticides relevés par la CGTM, une surprise nous attend. Peut-être des pathologies qui ne répondent pas tout à fait aux critères des tableaux, et ce comité se réunit pour pouvoir reconnaître quand même certaines pathologies professionnelles. Ma question est très précise. Est-ce qu'en Martinique, il y a eu un cas, ne serait-ce qu'un cas, de maladie professionnelle liée aux pesticides reconnus? Non. Ni le cancer du sein, ni la leucémie dont souffre Denise, son amie et son mari, n'ont pour l'instant été reliés scientifiquement au chlordécone. Des études sont en cours.
Mais pour le cancer le plus répandu en Martinique, celui de la prostate, l'étude Caruprostate semblait pourtant avoir mis les choses au clair. Parue en 2011, elle a établi de façon imparable le lien entre chlordécone et cancer de la prostate. Dès qu'apparaît une élévation du chlordécone dans le sang, vous élevez votre risque. Si on admet que quand vous n'avez pas de chlordécone dans le sang, vous avez un risque 1 d'avoir un cancer de la prostate, eh bien dès que le chlordécone commence à pouvoir être mesuré dans le sang, vous élevez légèrement votre risque. Et ça commence à être quelque chose de très significatif, de passer d'un risque 1 à un risque 2 de voir survenir quelque chose. C'est un événement très important. L'augmentation du risque, précise l'étude, est significative lorsque les concentrations mesurées atteignent la valeur de 1 microgramme par litre de sang. Pour rappel, les ouvriers agricoles testés en Guadeloupe dépassaient de 4 à 100 fois ces valeurs. Alors pourquoi cette différence de prise en charge officielle entre le Parkinson de la vigne et le cancer de la banane? À cause d'un simple petit mot, causalité. On ne considère pas encore officiellement que le chlordécone soit la cause ou l'une des causes du cancer. Il aurait sans doute fallu une étude supplémentaire. Agnès Buzyn, aujourd'hui ministre de la Santé, alors responsable de l'Institut national contre le cancer, était bien d'accord en 2014. Nous avons le souci de mettre en place des études scientifiques pour comprendre en fait la caractéristique de ces cancers de prostate aux Antilles. Une étude similaire à Caruprostate est donc lancée en Martinique, Madiprostate. Les résultats commencent à tomber, pointant apparemment dans la direction du chlordécone. Et ses crédits lui sont brutalement retirés quelques mois après l'interview par la même Agnès Buzyn. Un coup de théâtre qui a laissé un goût amer au chef de file des études. Madiprostate aurait pu confirmer ou infirmer en Martinique ce que nous avions observé en Guadeloupe. Malheureusement, cette étude n'a pu se dérouler jusqu'au bout par arrêt des financements. On aurait voulu empêcher de conclure de manière plus consistante. On n'aurait pas mieux fait. La reconnaissance du chlordécone comme cause du cancer de la prostate, avec à la clé d'éventuelles indemnisations, notamment pour les ouvriers agricoles, reste en bout de course une décision politique qui n'a jamais été prise. Cancer précoce et particulièrement agressif, prématurité, troubles de l'apprentissage, obésité. Le chlordécone est un perturbateur endocrinien, c'est-à-dire qu'il peut potentiellement créer des pubertés précoces, autisme, retards mentaux et cancers liés aux hormones. Autant dire que les mauvaises nouvelles risquent de s'accumuler, et là encore, seule une décision politique pourrait changer la donne. Quand une conférence sur la santé se tient à Madiana en fin d'année dernière, les médecins martiniquais supplient presque qu'on arrête les frais. Là, j'ai perdu il y a 3 mois une patiente de 46 ans qui m'a marqué parce que cette femme n'avait rien. Et subitement, elle développe des fractures pathologiques et jusqu'à sa mort, le CHU n'a pas pu établir le diagnostic, sauf que c'était un cancer foudroyant qui a bousillé toute sa colonne vertébrale et elle a souffert atrocement. Donc ces cas-là deviennent de plus en plus fréquents et on se dit on ne peut pas rester sans rien faire. Et le constat, on ne peut pas rester dans un constat éternel. Comment dit, un œuf, bon, il trouve 19 microgrammes, il dit que c'est conforme, c'est-à-dire que nous, Martiniquais, nous pouvons le manger. Avec nous, médecins martiniquais, nous disons que non. Ce pesticide n'est pas comme un autre pesticide, c'est un perturbateur endocrinien. Et vous savez ce que c'est qu'on entend partout maintenant actuellement, aujourd'hui, hier, demain, vous entendrez parler des perturbateurs endocriniens. Donc, les perturbateurs endocriniens donnent ce que vous savez, surtout quand c'est des petites doses cumulées. Le problème, c'est que je vais faire mon marché le dimanche sur le marché de Fort-de-France. Je ne sais absolument pas, lorsque je demande, comment dirais-je, un produit quelconque, je ne sais absolument pas d'où il vient, je ne sais absolument pas comment dirais-je, dans quel contexte il a été cultivé. Et donc, il se peut que quotidiennement, enfin du moins tous les dimanches, je rajoute un petit peu de ma dose, comme il expliquait, de chlordécone, de Roundup, de tout ce que vous voulez, sans compter tout le reste des polluants, sans sourciller. Depuis presque 10 ans, malgré les résultats des études, la politique de santé n'est pas réévaluée. L'information au public a, elle, disparu.
Les lanceurs d'alerte comme l'AMSES, l'Association médicale de sauvegarde de la santé, préconisent un certain nombre de mesures. Pour le cancer de la prostate, alerter les hommes à partir de 40 ans afin d'éviter les diagnostics trop tardifs. C'est vrai qu'on a quand même des typologies de cancers qui sont un peu préoccupantes, donc qui interrogent, notamment des cancers chez des sujets plus jeunes, et puis avec des formes plus agressives chez certaines tumeurs, notamment des cancers du sein, des cancers du côlon et des cancers de la prostate. C'est tout au débat de santé publique, je pense qu'on y travaille, je pense que les autorités nationales et les autorités régionales travaillent dessus, à savoir est-ce qu'on doit expérimenter des dépistages à des âges plus tôt, c'est-à-dire pas attendre forcément les âges qu'on a. Je rappelle quand même qu'il n'existe pas de dépistage organisé du cancer de la prostate. Et là encore, c'est une expérimentation peut-être à conduire en Martinique. Pour la consommation, plutôt que de renvoyer les gens à une importation encore moins sécurisée, créer un circuit labellisé sans chlordécone. Une hypothèse que Magali Janoyer, le sueur du CIRAD, qui étudie la pollution des terres depuis 15 ans, croit possible. Est-ce qu'on peut imaginer arriver un jour en Martinique à un label zéro chlordécone comme le demandent certains médecins? Moi je pense que oui, parce qu'en fait toutes les parcelles ne sont pas polluées en chlordécone, donc il y a quand même une quantité possible de surfaces cultivables non polluées, et donc là on pourrait mettre en place ce type de label. Et enfin, comme le recommandent les études scientifiques depuis déjà plusieurs années, protéger la mère et l'enfant. On aurait cherché une solution pour protéger les enfants du chlordécone quand on a commencé à faire les premiers plans en 2007, que nous aurions déjà gagné 10 ans. Il ne faut pas laisser croire qu'on a besoin d'en savoir plus pour mettre en œuvre des actions de prévention. Les arguments nécessaires pour déclencher une action de prévention de grande envergure sont disponibles. Le chlordécone, il faut bien réaliser que ce n'est pas une affaire du passé. Le problème de santé publique du chlordécone, il est devant vous. Le problème est bien devant nous. Les taux de chlordécone dans l'eau de la Capeau et les nappes phréatiques ne sont pas en baisse, mais en augmentation. Le pesticide pourrait même avoir des impacts génétiques après plusieurs générations d'exposition. Mais en l'absence de tout nouvel apport, un humain se décontamine en seulement 4 ans. Pour les générations futures, nous pouvons encore éviter le pire. Notre premier interlocuteur dans ce dossier était évidemment l'État. L'État que nous avons beaucoup associé à cette enquête, mais qui a décliné l'invitation de ce jour. Et nous le regrettons fortement, car qui mieux que l'État peut répondre à ces questions de santé publique? Cécile Marc, vous nous avez rejoint. C'est vous qui avez réalisé donc cette enquête durant près de 3 mois. Quelle a été la collaboration de l'État? Alors au début, cette collaboration était tout à fait satisfaisante. On nous a proposé pas mal de reportages, on nous a ouvert des portes, notamment à la DAF. On voit qu'on fait ce reportage à l'abattoir avec les gens de l'agriculture. L'État était OK pour communiquer sur les actions que l'État fait, car il y a des actions de l'État. Il n'y a pas d'inertie, soyons clairs. Alors, c'est difficile de répondre à cette question, comme dit quelqu'un dans le reportage. En fait, il y a des actions de l'État qui ont été mises en place à partir des années 2000 jusqu'à environ 2012. Ces actions, ce sont les contrôles de la viande, le contrôle des légumes, contrôle de l'eau, contrôle des terres. Donc, il y a eu une véritable mobilisation de l'État qui a été mis en place. Seulement, depuis 2012, plus rien. Dès qu'on a commencé à parler des limites maximales de résidus et notamment d'essayer d'interviewer le ministre de l'Agriculture, eh bien, les choses se sont un petit peu durcies et compliquées jusqu'à ce refus de communiquer que vous venez de signaler, qu'il faudrait quand même, je pense, mettre en parallèle avec la situation qu'on voit aujourd'hui dans l'Hexagone avec les Lactalis. Vous avez une crise sanitaire dans l'Hexagone, vous avez des conférences de presse de ministres. Oui, la communication est quand même assez régulière, notamment dans la presse. Et massive. Et nous, donc c'est difficile de comprendre que nous, on nous refuse un interlocuteur. Alors, vous avez eu en tout cas des interviews du monde scientifique, de France hexagonale. Est-ce qu'ils ont été surpris de vos questions, de ce thème qui revient à la surface? Alors non, parce que pour eux, ce thème n'a jamais quitté la surface. C'est un petit peu le paradoxe avec nous.
avec le public martiniquais. On a l'impression effectivement que le chlordécone a disparu des consciences, mais il n'a pas du tout disparu ni des études scientifiques ni des organismes. Les scientifiques continuent à faire des études très importantes. Le professeur Multinier, notamment, qui revient à plusieurs reprises dans le reportage, mène 5 ou 6 études sur des tas de domaines différents, notamment l'impact du chlordécone sur le foie, l'impact du chlordécone sur le cancer du sein, l'impact du chlordécone sur donc le cancer de la prostate, c'est déjà terminé. Mais donc les scientifiques, eux, ils sont toujours au travail, simplement les informations ne reviennent pas à la population. Est-ce qu'on a parlé de l'État, de la communication de l'État, mais est-ce que ça a été évident également de trouver des témoignages ? Non, il faut reconnaître que c'était à un moment avec Eddy Belle-Rose qui a collaboré avec moi sur ce thème, on s'est dit mais on a l'impression d'enquêter sur quelque chose d'illégal. C'est vraiment très paradoxal, c'est qu'on s'est retrouvé avec des gens qui nous donnaient des rendez-vous et qui les décommandaient à la dernière minute. On s'est retrouvé avec des gens qui nous disaient personne ne veut parler, alors notamment sur le cancer de la prostate des ouvriers agricoles. C'est absolument extraordinaire. Il a fallu qu'on aille sur place pour avoir enfin des témoignages. Oui, parce qu'il n'y a pas de recensement finalement. Ou alors il y en a un, mais en tout cas on ne vous l'a pas communiqué. Il y en a un, paraît-il, qu'on n'a jamais pu voir le résultat. Et puis même les ouvriers agricoles eux-mêmes sont réticents à parler de ça. Et en fait cette réticence, je trouve, est aussi ce qui permet à ce qu'aujourd'hui on ne parle quasiment plus du chlordécone comme si c'était un problème du passé, alors que pas du tout. Non seulement c'est pas un problème du passé, on l'explique dans le reportage, mais c'est un problème du futur, parce que les impacts sanitaires ne vont que s'aggraver si rien n'est fait. Alors j'aimerais quand même qu'on parle de ces enquêtes que vous avez dévoilées, notamment sur la partie chiffrée de l'enquête Canary. Alors comment ça s'est passé? Comment avez-vous eu ces documents? Bien sûr, vous n'avez pas dévoilé vos sources, effectivement. Non, bien sûr. Mais enfin, c'est quand même assez édifiant de voir que les autorités ne communiquent pas ces résultats à la population qui les attend et qui les oublie pratiquement. Alors il y a plusieurs enquêtes qui sont terminées, qui sont en cours d'analyse, nous dit-on, pour ce qui est de l'enquête Timoun. Le professeur Multinier étant très ouvert, par ailleurs, je ne vais pas mettre en doute sa parole, mais c'est vrai que l'étude Timoun, ça fait déjà un petit moment qu'elle est terminée, pour le dernier volet des enfants de 7 ans. Et puis cette fameuse enquête Canary, alors on nous dit, oui, mais on l'a publiée, regardez, en décembre. Donc en décembre, on a commencé le reportage en octobre, regardez, en décembre, l'agence l'ANSES a publié le résultat. L'ANSES a publié le résultat. L'ANSES, l'autorité sanitaire nationale. Voilà, l'autorité sanitaire nationale. Mais les résultats de l'étude Canary n'est pas publié dans son intégralité. Et notamment les chiffres qui sont très, très parlants que l'on donne dans le reportage ne sont pas publiés. Donc oui. En fait, ce qui est publié, Cécile, pardonnez-moi, c'est juste les recommandations, c'est ça? Les recommandations de santé, et puis effectivement, c'est cette espèce de pavé où vous pouvez savoir à peu près, si vous lisez tout le pavé, où est-ce qu'il faut acheter votre poisson, où est-ce qu'il faut acheter votre poulet, où est-ce qu'il faut acheter votre... 158 pages à peu près. 158 pages pour faire des courses, c'est pas très pratique. Donc ça, c'est publié. En revanche, les chiffres qu'on a donnés sont pas publiés. On va pas aller jusqu'à dire qu'il y a une volonté de cacher, mais de toute évidence, la communication sur le chlordécone s'est interrompue depuis environ 2012, c'est-à-dire depuis déjà 4 ans. Merci beaucoup Cécile pour toutes ces précisions. Merci. Alors, quels sont les effets du chlordécone sur notre santé? Docteur Josse Pélage, présidente de l'AMSES Martinique. Bonjour, l'AMSES, c'est l'association martiniquaise de sauvegarde de l'environnement et de la santé. À partir de quel taux le chlordécone a des conséquences néfastes sur notre organisme? Le chlordécone a toujours des conséquences néfastes sur l'organisme, quel que soit le taux. On peut définir un taux à partir duquel certaines manifestations sont plus fréquentes que d'autres. Avec un taux relativement bas de 0,02 microgrammes par litre, vous pouvez avoir une conséquence sur le cerveau. Mais vous pouvez avoir, à partir d'un taux plus élevé, une action sur le sperme. Disons que quel que soit le taux, vous avez une action sur notre santé. Et les doses infinitésimales peuvent vous donner, à la génération suivante, une obésité ou un diabète. Donc vous voyez que le taux dangereux... Il y a des résidus donc qui demeurent encore dans l'organisme. Qui sont transmis des parents à leurs enfants et entraînent des troubles métaboliques. Justement, ces effets sont-ils visibles sur notre physique? Alors, ces effets sont visibles sur notre état de santé. Quand vous regardez l'état de santé de la population martiniquaise, et c'est d'ailleurs ce qui tire la sonnette d'alarme, c'est que nous avons un nombre
explosif de cancer de la prostate. Oui, 600 nouveaux cas par an et la Martinique au premier rang mondial. 600 nouveaux cas, mais en 1981, on en avait moins de 200. Vous voyez? Donc on a quand même depuis 30 ans une augmentation exponentielle. Alors qu'on dit quand même, j'aimerais préciser, on dit quand même que le cancer de la prostate est lié aux gènes. Alors, écoutez, des personnes noires, des personnes de couleur. Un certain nombre d'études montrent que c'est plus fréquent chez les Noirs, mais ça a été fait chez les Noirs américains. Mais vous savez que les Noirs américains aussi étaient dans les plantations. Alors, je rappelle quand même que le deuxième pays au rang mondial, c'est la Norvège. Oui, c'est ça. Oui, de toute façon, c'est pas lié. C'est un rapport. Maintenant, on sait de plus en plus que le gène évolue aussi avec l'environnement. La transmission du code de l'ADN est variable aussi en fonction de l'environnement qui entoure la cellule au moment de sa réplication. Et puis l'enquête Caru-Prostate qu'on a vue dans ce magazine aussi prouve bien que le lien a été établi. Mais le lien a été établi et si vous regardez l'incidence standardisée du cancer de la prostate dans les autres pays de la Caraïbe qui sont des populations noires, vous n'avez pas une incidence de 200 pour 100 000 habitants comme vous avez en Martinique. Et en Alors Guadeloupe. ces perturbateurs endocriniens, que représentent-ils? Alors, ce sont des molécules chimiques en général, mais vous avez des métaux lourds également qui sont perturbateurs endocriniens, qui interfèrent avec nos hormones. Tout le monde sait ce que sont nos hormones. On connaît beaucoup la thyroïde, on connaît beaucoup le pancréas, mais on oublie des fois que la graisse, c'est aussi une hormone. C'est une cellule hormonale. Donc, ce sont des molécules qui perturbent le bon fonctionnement. Ou bien elles perturbent la fabrication des hormones, ou bien elles perturbent l'action de ces hormones sur la cible. Et ces perturbateurs endocriniens ont de lourdes conséquences sur notre santé, puisqu'ils créent aussi de l'obésité, par exemple. Ils créent de l'obésité, du diabète, des cancers, et surtout, ce qu'on oublie, ce sont les troubles neurologiques. On s'est rendu compte que ces perturbateurs endocriniens sont des perturbateurs neurologiques dans la mesure où ils interfèrent la plupart du temps avec l'hormone thyroïdienne. Parce que l'hormone thyroïdienne, c'est la seule hormone que nous avons qui contient un halogène, c'est-à-dire l'iode. Et cet iode est susceptible d'être bougé, d'être mobilisé par tout ce qui contient aussi des ions, les perchlorures, les perbromates et le chlordécone, parce qu'il contient du chlore. Donc par l'intermédiaire de cet ion chlore, on a souvent une action sur le cerveau. Mais le lien de causalité n'a pas encore été établi, notamment par exemple avec l'obésité. Ah mais certainement, vous avez des études, vous avez beaucoup d'études qui montrent le lien entre le chlordécone. Vous avez des thèses, vous avez une thèse qui a été faite en 2012 sur le lien et qui a montré le mécanisme par l'intermédiaire des mitochondries. Alors pourquoi l'État, le gouvernement, fait la sourde oreille? Écoutez, je vous ai expliqué comment nous avons tiré la sonnette d'alarme auprès de toutes les instances nationales et régionales. Je me suis moi-même déplacée à plusieurs reprises pour rencontrer le directeur général de la santé, le directeur de l'ANSES, pour expliquer que nous avions... L'ANSES qui est l'autorité sanitaire nationale. L'agence régionale, c'est un établissement public qui fait des recherches pour le compte d'un certain nombre de ministères, dont le ministère de l'Agriculture et de la Santé. Et leur expliquer que si on pouvait faire la sourde oreille pendant un certain temps, l'état sanitaire aujourd'hui de la Martinique permet de faire le lien entre la pollution par le chlordécone et la dégénérescence de l'état sanitaire, notamment cancéreux, métabolique et neurologique. Il faut surtout, parce que la gravité aussi du chlordécone, c'est son action neurologique, son action sur le cerveau, surtout des enfants en développement. Je voudrais revenir quand même sur l'ANSES parce qu'il y a dans ce dossier des informations vraiment étonnantes, voire même inquiétantes. L'agence, vous parlez de l'ANSES. L'ANSES qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire et qui, je le rappelle, je précise quand même qu'il n'a absolument rien à voir avec votre association martiniquaise, qui est une association. L'ANSES qui décide de réévaluer à la hausse les LMR, c'est-à-dire la limite maximale de résidus de pesticides dans les aliments, on est perdu. Mais pourquoi cette réévaluation à la hausse? Est-ce que vous avez tenté une explication? Écoutez, moi j'ai cherché en vain l'explication, sans la trouver, d'autant plus que quand il y a eu le plan chlordécone en 2007-2010, le plan chlordécone avait demandé au conseil scientifique, dont fait partie l'ANSES, de donner un certain nombre de recommandations, et parmi ces recommandations, il y avait la réduction de l'exposition.
Donc si vous augmentez les doses, c'est que vous multipliez, vous augmentez l'exposition et vous multipliez le risque. C'est un empoisonnement au goutte à goutte? Écoutez, chaque terme est tellement connoté que je préfère ne pas l'utiliser, mais un empoisonnement suppose aussi une intention. Donc on peut difficilement parler d'empoisonnement, mais il est certain que c'est une mise en danger de la santé des populations. Cette réévaluation, je crois qu'elle date de 2013. 2013, c'est oui. ça. Oui. Est-ce que vous avez pris contact avec l'ANSES Depuis 2013? Non, j'ai pris contact avec l'ANSES en 2015. En novembre 2015, j'ai demandé un rendez-vous au directeur général de l'ANSES, M. Marc Mortueux à l'époque, qui m'a fait recevoir par son assistante, et je lui ai laissé un dossier lui expliquant que nous aurions vraiment aimé qu'il révise un peu ces normes et qu'on atteigne progressivement. Je pense que c'est difficile effectivement de réorganiser tout pour arriver au zéro chlordécone, mais il faut avoir en perspective. Alors justement, on va parler de la filière zéro chlordécone un peu plus tard. On rappelle donc j'avais déposé un dossier en demandant que l'ANSES joue un peu sur son autorité pour pouvoir arriver à une réduction progressive du taux de résidus dans les aliments. Mais au contraire, ils ont réévalué à la hausse. On rappelle quand même que le poulet élevé en batterie et vendu dans le commerce n'est pas contaminé selon vous? Le poulet n'est pas contaminé, la contamination se fait par le sol. Donc une fois que le poulet est hors sol, il n'est pas censé recevoir du chlordécone. Selon vous, est-ce qu'il y a de la complaisance de la part de l'État, de la part de certains lobbies? Écoutez, sans accuser personne. On peut l'imaginer. Moi, je crois que tout est un rapport de force. Si vous avez devant vous quelqu'un qui se fait entendre, vous reculez. Mais si en face de vous, vous n'avez personne qui se fait entendre, effectivement, il n'y a pas de raison de ne pas défendre vos intérêts. Et c'est pourquoi je crois que la solution à ce problème vient de la population. Il faut que la population exige qu'elle soit respectée. Qu'elle soit respectée, que sa santé soit respectée. Justement, j'aimerais bien avoir votre point de vue sur le refus de l'État de participer à cette émission ce soir. Écoutez, je pense que tout l'État a des ordres aussi. Il est certain maintenant, quand on étudie ce dossier, que les verrous se situent très haut. Et sur place, on ne fait qu'exécuter des ordres. Donc voilà. 10 ans après la mise en place du premier plan chlordécone qui a coûté près de 33 millions d'euros, est-ce que l'État, selon vous, peut tenir à ce jour une liste de produits sains? De produits sains sans chlordécone? Sans chlordécone. Mais écoutez, non, je crois qu'aujourd'hui, vous n'avez aucun label sans chlordécone. Vous avez des produits dits conformes, c'est-à-dire qui contiennent 20 microgrammes par kilo de chlordécone. Donc c'est à partir du moment où ces produits sont conformes, ils sont censés être autorisés à la consommation. Maintenant, vous savez que 20 microgrammes kilo pour un produit qui met 4 ans à s'éliminer, c'est une intoxication chronique forcément à terme. Alors justement, comment être sûr aujourd'hui de ne pas s'empoisonner un petit peu chaque jour? Avec l'étude Canary sous le bras, en allant faire ses courses. Je rappelle que l'étude Canary, c'est quand même 158 pages. Comment peut-on faire? On n'est jamais sûr, sauf si vous avez votre jardin personnel, que vous avez fait analyser votre terre pour être sûr qu'il n'y a pas eu un apport extérieur de chlordécone, même s'il n'y a pas eu de bananerie auparavant. Et une fois que vous avez zéro chlordécone, vous plantez ce que vous voulez, et là vous êtes tranquille. Comment vous l'imaginez justement, cette filière zéro chlordécone, qui serait coûteuse pour l'État forcément? Mais écoutez, moi je pense qu'il faut d'abord beaucoup de bonne volonté et de prise de conscience que la situation est importante. Il y a 40% des terres qui ne sont pas contaminées, eh bien on réquisitionne ces 40%. Vous avez des terres en friche dans toutes les communes. J'ai entendu que M. Letchimy demande qu'on puisse faciliter la résolution des successions pour toutes les terres qui ne sont pas... voilà, où la succession est difficile. Moi je pense que les terres en friche font partie de ces terres qui sont abandonnés par des héritiers multiples et que l'État pourrait préempter ou que les communes pourraient préempter et mettre ces terres à disposition des jeunes agriculteurs de la commune. Ça nous ferait déjà une première filière qui aurait ce qu'elle a, ce qu'elle peut en fonction du sol. Et on saurait que si on achète ces produits du Carbet, de Saint-Pierre, du Prêcheur sur une terre non chlordéconée, qu'on a la garantie de n'être pas contaminé. Quel est le sort de nos populations, selon vous, dans les prochaines années, si rien n'est fait? Écoutez, c'est un cauchemar, pour nos enfants et nos petits-enfants. Sur le volet sanitaire également. Parce que ceux d'entre nous qui sont déjà adultes et qui sont en bonne santé malgré le chlordécone,
C'est parce que le chlordécone ne donne qu'un risque. Hein, ce n'est pas une certitude à 100% qu'on aura une pathologie. Vous avez simplement un risque. Mais certains d'entre nous auront échappé au risque. Mais rien ne dit que nos enfants ne seront pas impactés. Et en tout cas, moi je crois que si on ne prend pas la décision aujourd'hui, en 2018, nous laissons une bombe à retardement, un cauchemar pour nos enfants. Parce que déjà, ils ne sauront pas sur quelle terre produire. Ensuite, nous aurons des enfants de plus en plus diminués sur le plan cérébral, donc qui auront peut-être peu de capacité à protester. Et voilà, on aura... Une dernière question, docteur Jospélage. Avant le plan Marshall contre le chlordécone en Martinique, est-ce qu'il est possible de réaliser des prises de sang, par exemple, pour vérifier le taux de chacun dans notre sang? Alors, il est toujours possible, le tout c'est de savoir où l'acheminer. C'est un des combats de l'AMSES et nous n'avons pas cessé de frapper à la porte soit de la CTM, soit de l'ARS pour permettre que ces dosages soient remboursés. Nous avons contacté un certain nombre de filières qui pourraient nous faire les dosages à condition d'être certains qu'ils auront suffisamment de prélèvements pour que ce soit rentable. Parce que l'investissement matériel est quand même coûteux. Et voilà. Mais ils peuvent être réalisés ailleurs, déjà pour l'instant. Techniquement, c'est réalisable, puisque au laboratoire départemental d'analyse de Martinique, au laboratoire on fait les prélèvements sur le sang bovin et sur le lait des vaches et sur la viande. Donc, si vous voulez, l'analyse, elle est réalisable. Cette analyse, réalisable ailleurs aussi, aujourd'hui, docteur. Voilà, elle est techniquement possible. Le matériel, on le connaît. Il s'agit simplement de payer et de financer les analyses. Voilà, et à moi, rechercher je pense sur que Internet. Si le centre hospitalier voulait avoir une antenne toxicologique, ça aurait pu être fait aussi en Martinique. Il y a aussi une question de volonté. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, docteur Jospélage. Alors, que mettre dans nos assiettes et avant tout, surtout, dans notre chariot en allant faire ses courses pour éviter un empoisonnement au quotidien? Je vous propose ces quelques conseils avec Cécile Mar et Stéphane Petitfrère. Tout d'abord, il faut être clair. Il y a du chlordécone presque partout. Mais certaines denrées sont si peu polluées qu'on arrive à peine à le détecter. C'est le cas de tous les aliments qui poussent en l'air. On va donc prendre des mandarines, ça tombe bien pour la période, tous les fruits qui poussent dans des arbres, oui, les bananes aussi. Et n'oublions pas notre avocat, bilan du panier, 0 microgramme. On va ensuite se rapprocher du rayon volaille. La viande commercialisée en barquette ne contient aucun chlordécone. Les animaux sont en effet élevés en batterie ou dans des hangars. Pareil pour les œufs. Évidemment, si vous souhaitez du poulet fermier pour la qualité ou le respect des animaux, vous n'aurez d'autre choix que de prendre le risque d'ingérer les 200 microgrammes par kilo, désormais autorisés, voire plus, puisqu'il n'y a pas d'étiquetage dédié. Continuons notre marché. Dans les végétaux, on se rapproche un peu du sol. On trouve donc un peu plus de chlordécone. Dans les haricots, les piments, les choux paumés ou encore les poivrons. Mais même hors circuit contrôlé, la dose reste minimale. Toujours en dessous des seuils, un peu plus élevés, les légumes qui poussent sur le sol. Laitue, courgettes, giromons. Et aussi de fruits, pastèques et melons. Le pesticide étant cependant concentré dans la peau et à faible dose. Parlons à présent des légumes racines. On sait qu'ils sont susceptibles de contenir beaucoup de chlordécone. Ce que l'on sait moins, c'est que les producteurs ont fait de réels efforts et désormais, que ce soit en hyper ou en marché, nos patates douces, choux de Chine ou igname, dépassent très rarement les 20 microgrammes légaux. Des exceptions, l'autoproduction sur sol non contrôlé. Quand on arrive aux protéines, les choses se compliquent. Grâce à la modification du règlement européen, la viande vendue même en supermarché peut contenir jusqu'à 100 microgrammes par kilo. Pour un enfant de 20 kg, c'est un steak de 100 grammes maximum par jour, afin de ne pas dépasser la dose autorisée. Et les choses sont encore pires avec le foie. S'il est aujourd'hui correctement contrôlé, il a été vendu jusqu'à l'an passé à des doses de 300 microgrammes. Hors des circuits contrôlés, cela reste l'un des aliments les plus fortement chlordéconés de notre palmarès. Et si les produits de la mer sont par définition l'aliment santé partout dans le monde, en Martinique, le constat est bien triste. Titiri, Vivano, Siric, Langouste, Barracuda, Tazar, Volant affichent toujours des dépassements fréquents lors des contrôles. Certes modérés entre 40 et 71 microgrammes, mais très fréquents, 57% des prélèvements sont positifs. Quant aux poissons et espèces de rivière, autant boire un verre de chlordécone, ils affichent toujours des taux explosifs jusqu'à 7296 microgrammes pour les tilapias.
Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission Place Publique, ce numéro exceptionnel, édifiant sur le chlordécone qui, je l'espère, aura éveillé les consciences. Très belle soirée, à bientôt.